Monsieur Barry, il y a une histoire dans ce livre qui met en exergue le génie de Sékou Touré dans toute sa magnificence. C'est l'histoire de Modi Ouriboy. Et vous ne tarissez pas d'éloges sur cette personne-là. Page 192, je cite, généreux à souhait. Il était capable de gestes nobles. Modi Ouriboy était le plus connu, le plus populaire et le plus aimé des enfants de l'Allemagne Ibrahima Solidara. Alors, dans un premier temps, Monsieur Barry, est-ce que vous pourriez nous parler de son père d'abord? L'Almami Ibrahima Souridara, c'est la famille traditionnelle du Fouta théocratique. Il descend en droite ligne de Karamoko Alpha, le fondateur, le premier Almami du Fouta Djallon, après la révolution islamique. C'est sa lignée qu'on appelle la lignée des Alfaya. Il y avait deux branches, les descendants directs de Karamoko Alpha, celui qui a été élu premier Almami du Fouta, on les appelait les Alfaya, et son frère Sori, Almami Ibrahima Sori, on l'appelait Ibrahima Sori le Grand, Almami Ibrahima Sori Maoudo, on les appelait les Soria. Ce sont ces deux clans, ce sont ces deux familles qui ont régné sur le Fouta. Et ils n'occupaient pas de poste officiel dans le régime de Sékou Touré. Il s'est installé à Mamou, du moins les Français l'ont déplacé de Timbo, la capitale, l'ancienne capitale du Fouta, vers Mamou. C'était une nouvelle ville qui a été créée et où résidait le commandant blanc. Donc, il était là un peu sous la surveillance du commandant blanc, tandis que le clan des Souria a été envoyé à Dabola. C'est la famille de Bari Diawadou. Alors maintenant, on va parler un petit peu du fils Modi Ouri. Modi Ouri était un entrepreneur, c'était un homme privé. Dans l'Ancien Régime, il a été chef de village ou chef de canton sous l'égide de son père. Il a dirigé le canton de Timbo et d'autres régions de Mamou. Mais après la suppression de la chefferie traditionnelle en 1957, il est parti au Libéria où il est devenu un entrepreneur. Il s'est spécialisé dans la confection. Et c'est après l'indépendance que certains membres de la famille lui ont dit de revenir pour être à côté de son père et le soutenir. Donc il est revenu en Guinée après l'indépendance, en hésitant un peu, après quelques hésitations, mais il est revenu et s'est installé à Conakry. Il a ouvert un atelier de couture, de confection. C'est un homme très indépendant. Il n'a jamais occupé aucune fonction politique ou administrative dans le régime de Sékou Touré. Il était privé, un homme privé. Vous écrivez, Monsieur Barry. Il avait un caractère entier et rien ne pouvait l'effrayer ni l'intimider. Il avait son franc-parler avec qui que ce soit. Or, dans la Guinée nouvelle du président Ahmed Sékou Touré, le chef est le père de tous les citoyens. Aucun problème ne lui est étranger, y compris les conflits familiaux, qui sont souvent soumis à son arbitrage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui va être le tort de ce monsieur? Une fois, Sékou Touré l'a convoqué à la présidence. Il était lui-même étonné parce qu'il n'a aucun rapport avec le gouvernement guinéen. Il n'a aucun rapport avec le président Sékou Touré. Il est un homme privé. Donc il va se présenter. Et à sa grande surprise, le président lui dit, voilà, tu sais, Modi Ouri, je suis un peu comme un fils de l'Almami. J'ai appris que tu as quelques petits problèmes dans ta famille et j'aimerais te demander, t'aider à résoudre ces problèmes. Tout de suite, Modi Ouri l'a interrompu. Monsieur le Président, je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie privée. Je vous prie de ne pas vous mêler de mes problèmes de famille. Sékou Touré, vexé, mais il le cache, il se lève, il fait comme une révérence, je m'excuse beaucoup, je pensais bien faire, etc. Et puis Modi Ouri se lève
il sort, il tourne le dos, il sort du bureau de Sékou Touré. Cette histoire, Sékou Touré nous l'a racontée. Nous étions un certain nombre à son bureau le jour de l'arrestation de Modibouri. Il y avait Ismaël Touré, il y avait je ne sais pas qui encore, mais je retiens en tout cas Ismaël Touré, Sékou Touré, moi-même, plus quelques autres. Sékou Touré, ils ont parlé de l'arrestation de Modibouri. Et puis Sékou Touré a dit, oui, c'était un homme très orgueilleux. Et puis il a raconté cette histoire en disant qu'il a voulu lui donner des conseils sur certains aspects de sa vie familiale et il a été humilié par Modibouri, qui n'a pas voulu l'écouter. Et après, lui et Ismaël se sont tournés vers moi parce qu'ils savent, Modibouri c'est un cousin. Et ils me disent alors quels sont ses rapports. J'ai dit, mais c'est lui qui s'occupe de son père. C'est lui qui s'occupe de l'Almami, de tous les problèmes de l'Almami. Et puis Ismaël Touré dit, ah, alors nous avons visé juste. J'étais surpris. Il dit, alors nous avons visé juste. Là, j'ai compris que donc ils se réunissent entre eux pour décider de l'arrestation de tel ou tel. Il dit, nous avons visé juste. Le lendemain, je reviens au bureau de Sékou Touré et je le trouve en train d'écrire une lettre. Il interrompt et puis il me dit, je suis en train d'écrire une lettre à l'Almami Ibrahima Souridara, dont il a arrêté le fils. Et il me lit les premières lignes qu'il a écrites. L'Almami Ibrahima Souridara, désormais, vous avez perdu un fils, désormais je suis votre fils aîné. Et il a envoyé un de ses ministres, je ne me souviens plus lequel, auprès de l'Almami pour faire une déclaration, pour condamner les agresseurs du 22 novembre. L'Almami, je crois, ne comprenait pas de quoi il s'agissait. L'Almami a fait une déclaration d'ordre général disant que lorsqu'il y a des rebelles, on doit les éliminer, quelque chose comme ça. Mais le gouvernement a utilisé cet enregistrement pour dire que l'Almami a condamné son propre fils. Compte tenu des circonstances de l'époque, un tel enregistrement diffusé au moment où on parle des agresseurs de la 5e colonne, c'est comme s'il condamnait son propre fils. Alors, c'est pour vous dire, donc, Sékou Touré dit désormais, je suis votre fils aîné. Vous avez perdu votre fils aîné. Il n'était même pas encore jugé ni condamné. Mais il a été exécuté, Modibouri, le 18 octobre 1971. Et en 1975, il y avait un autre de ses frères, docteur Ibrahima Souri Kandia, qui était au Kambouaro. Comme l'Almami était malade, il était sur son lit de mort, le gouvernement guinéen, Sékou Touré, a décidé de libérer un de ses fils. C'était Kandia qui était vivant. Donc ils vont chercher Kandia, ils le sortent de prison. Il y avait un certain nombre de ministres qui étaient là, dont Ismaël. Ismaël a tendu la main à Kandia, qui a refusé de lui serrer la main parce qu'il sait que c'est lui qui est à l'origine de beaucoup de crimes. Il a refusé de lui serrer la main. Et puis, le ministre, je crois, Moussa Diakité, a annoncé à Kandia que le président l'a gracié et qui lui permet d'aller à Mamou pour voir son père qui est malade. Donc, ils ont accompagné Dr Kandia à Mamou, qui a vu l'Almami. Mais l'Almami, je crois, est décédé le lendemain ou le surlendemain, effectivement. Donc, c'est pour te dire cette façon d'agir. Et après, ils ont fait courir la rumeur que le président voulait bien libérer le deuxième fils de l'Almami, qui était en prison, Modibouri, mais que celui-ci refuse de sortir de prison. Et connaissant le caractère de Modibouri, les gens ont pensé que c'était vrai, que Modibouri est capable de dire non, puisqu'on m'a mis en prison injustement, je reste là. Ils ont fait diffuser cette rumeur que le président voulait libérer Modibouri, mais qu'il refuse de sortir de prison. Et je dis dans le livre qu'il y a eu des Guinéens qui ont cru à cette information qui était fausse. Vous écrivez, M. Barry, j'ai remarqué que Sékou Touré n'était jamais aussi heureux que dans les périodes de crise, quand les prisons étaient remplies et que les épouses, les mères ou les filles
éploré, des pauvres détenus venaient implorer son pardon. Alors, Monsieur Barry, moi je voudrais savoir quelle solution proposait-il à toutes ces femmes? Non, il en profitait, Sékou Touré en profitait pour enfoncer davantage le détenu, pour dire il vous a trahi comme il m'a trahi. Il nous a trahis tous les deux, il dit à l'épouse. Il nous a trahis tous les deux. Moi, c'était un de mes meilleurs ministres, je lui faisais confiance, il m'a trahi, et toi aussi, il t'a mis dans l'embarras. Donc tous les deux, nous sommes victimes de ton mari. Voilà, des propos qu'il tenait. Et il s'en vantait, je crois que c'est André Levin qui raconte qu'une fois il était au bureau du président, il y a eu une fête que les femmes ont organisée, et Sékou Touré lui a montré une jeune fille qui dansait. Il lui a dit, tu sais, cette jeune fille, son père a été arrêté, exécuté. Elle vient et elle danse pour moi. Donc il est content. Ça prouve qu'il a toujours raison, même quand il tue les parents des gens, ceux-ci viennent pour danser pour lui. Ça vous donne une idée de la façon dont fonctionne son cerveau et comment il réagit face aux événements qu'il a parfois lui-même créés. Monsieur Barry, tout à l'heure, vous avez fait référence à l'esprit critique du Guinéen. C'est-à-dire quand on lui apporte des informations, le Guinéen a tendance à croire d'emblée, immédiatement, à cette information-là sans prendre le temps de vérifier ou même sans recul. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le propre même du Guinéen? Les gens ont tendance à dire oui, on le connaît, il est capable de faire ça. Ils diront oui, ah, Modiuri, on le connaît, il est capable de faire ça. Certains le diront, pas tous. Beaucoup sauront que c'est purement inventé, que c'est un mensonge. On ne peut pas sortir quelqu'un de prison et qui refuse. La prison de barreau, tu sors et puis tu te comportes si tu veux comme tu veux. Il y en a qui sont sortis de prison. Certains ont refusé même d'aller saluer Sékou Touré. Ils ont eu quelques ennuis, mais certains ont refusé. Il y a eu des gens qui ont refusé d'aller le saluer, malgré l'insistance des parents qui voulaient avoir la paix, disant on va t'accompagner chez le président, il faut aller le remercier. Il y en a qui ont dit non, je ne vais pas le remercier de m'avoir mis injustement en prison pendant toutes ces années. Advienne que pourra. Il y en a qui l'ont fait. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui l'ont fait. Le Guinéen ne riposte jamais. Nous, on a tendance à dire que le Guinéen a été maté. C'est-à-dire que les 26 ans de Sékou Touré, ce matraquage idéologique, ce quadrillage des populations, où chacun devait aller dans la même direction, devait répondre au même mot d'ordre. Ou quand on se rencontre, quand les nazis se rencontrent, ils disaient Heil Hitler. Et en Guinée, quand les Guinéens se rencontrent, ils devaient dire prêt pour la révolution. Et la révolution exigence. Cela a créé une mentalité spéciale chez le Guinéen. Et certains n'arrivent pas à s'en défaire. Jusqu'à présent, certains n'osent pas critiquer Sékou Touré. Et si tu critiques Sékou Touré, tu verras des gens qui réagissent. Alors que Sékou Touré appartient à l'histoire désormais. Les Guinéens, les Africains, le monde entier, les gens ont le droit de le juger, d'apprécier son œuvre. Il appartient à l'histoire. Il a été chef d'État pendant 26 ans. On doit voir ce qu'il a fait de bon, ce qu'il a fait de mauvais. Et le juger, on dit que l'histoire est le tribunal du monde, c'est bien cela, il appartient à l'histoire. Mais les Guinéens, certains ne veulent même pas critiquer Sékou Touré, c'est comme s'ils ont peur jusqu'à présent. C'est cette peur, cette terreur qu'on a inculquée aux Guinéens, cette peur jusqu'à présent qui existe. Après Sékou Touré, on a eu le régime militaire ou semi-militaire de Lansana Conté. Et c'était la continuation du PDG sous une autre manière. On a créé le PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès. Lansana Conté est resté au pouvoir. On a fait une constitution pour limiter les mandats et il a contourné cette disposition
Et il s'est proclamé président à vie. C'est ce qu'on a appelé le koudaïsme. Le koudaïsme, c'est-à-dire, il est là pour toujours. Si tu parles, on dit, mais Sékou Touré a fait 26 ans. Pourquoi vous voulez que Lansana Conté, lui, se retire? Lui, il a fait 23 ans. Donc c'est ça. Dès que tu parles, on dit, ah, pourquoi vous n'avez pas critiqué Sékou Touré quand il a fait 26 ans? Maintenant, c'est parce que c'est nous qui sommes au pouvoir que vous voulez que nous nous retirions. Non, nous resterons le temps qu'il faut. Et si quelqu'un n'est pas content, tant pis pour lui. Voilà, c'est le même système qui perdure. Et après Lansana Conté, on a eu Dadis Camara. Dadis Camara, qui lui aussi, semble-t-il même plus ou moins préparé par Lansana Conté, il vient, il s'installe, il promet monts et merveilles, et puis un beau jour, il dit non, je pense que je vais me présenter, je serai candidat à la présidence. Les gens sortent pour manifester contre lui, les événements du 28 septembre, des centaines et des centaines de morts, des viols collectifs, etc. Jusqu'à présent, c'est maintenant qu'il y a un début de procès de ces événements qui sont déroulés, je ne sais pas, il y a 13 ou 14 ans. Et ça continue. Le même système, sous une forme ou une autre, continue. C'est ça le drame de la Guinée. On n'a pas tourné la page. On n'a pas lu le livre de la Guinée, le livre noir de la Guinée. On n'a pas voulu le lire pour tourner enfin la page, pour dire voici les mots dont a souffert la Guinée. Essayons de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes crimes. Essayons de réhabiliter ceux qui ont été victimes de ces crimes-là, qui sont des citoyens d'honneur de la Guinée, qui sont les membres fondateurs de la République de Guinée en 1958, qui sont la conscience de la Guinée. Nous avons le devoir de les réhabiliter. C'est ça le drame de la Guinée. Alors, M. Barry, on va parler un petit peu de cette figure incontournable du cinéma guinéen, parce que vous lui consacrez plusieurs pages. C'est Costa Diane. Oui. Parlez-nous un peu de ce cinéaste apparemment hors pair, qui a fait ses études dans l'Institut cinématographique à Moscou. Oui, Costa, c'était un ami proche. On a le même âge. Nous avons fait ensemble le collège classique de Conakry. C'est un métis grec, Kostadès Aristides Diagne. Mais comme beaucoup de métis, il porte le nom de sa mère, Diagne, d'origine sénégalaise, mais installée en Guinée, son de Bokeh. Et il était en France un moment. Il faut dire qu'à un moment donné, quand même, son père s'est occupé de lui. Il avait une sœur qui s'appelait Lily Diagne. Elle était tellement belle que les gens l'appelaient Lily Marlène, en souvenir de la grande chanteuse allemande, doit être germano-américaine, qui chantait Lily Marlène lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était devenu presque l'hymne de la Deuxième Guerre mondiale que chantaient et les soldats allemands et les soldats alliés. Donc, Lily Diagne, elle était en Côte d'Ivoire avec son mari. Et d'ailleurs, Costa a eu une fille et il l'a appelée Lily Diagne, parce qu'il aimait beaucoup sa sœur. Et sa mère est décédée en Côte d'Ivoire. Elle est sortie de la Guinée et est décédée en Côte d'Ivoire. Donc Costa a eu une bourse pour l'Union soviétique après l'indépendance. Au moment où la Guinée bénéficiait d'assistance de la part de tous les pays du monde. Et il a toujours aimé le cinéma. Depuis le collège, il aimait raconter des histoires, faire rire. On sentait déjà naître en lui ce comédien, cet artiste qu'il allait être. Et donc, il est parti à Moscou, il a fait 7 ans. Cette grande école qui vraiment est célèbre, connue dans le monde entier. C'est une des meilleures du monde. L'Institut des hautes études cinématographiques de Moscou. C'est là qu'il a fait ses études. Et pendant qu'il faisait ses études, il a fait déjà certains films qui ont obtenu des prix. Je crois sur L'homme de la danse ou Le masque, j'ai oublié le titre, il montre un masque qui est dans un musée,
un masque qui a perdu sa fonction première et qui est maintenant devenu un objet de musée. Et le masque se plaint. Enfin, il continue un peu la tradition de Alain René. Alain René qui a fait aussi un film sur le masque. Alain René qui a fait Hiroshima, mon amour, qui a fait Nuit et brouillard, des grands films. Et vous savez, le film que Alain René avait fait était interdit en France pendant longtemps parce que c'était une critique de la façon dont le système colonial traitait les œuvres d'art des pays colonisés. Donc, Costa a eu des prix, même au Festival des Arts Nègres de Dakar, organisé par Senghor et par Alim Diop de Présence africaine. Et après cela, il est rentré en Guinée. Il est rentré en Guinée et nous faisions équipe. Il y avait des cinéastes formés dans tous les pays. Aux États-Unis, il y avait Mamadou Alpha Bardé, Guy Marlon, il y avait Gilbert Minot. En Yougoslavie, Boris Sekoumar. En Union soviétique, il y avait Costa Diagne et il y avait aussi Maniou Touré, un neveu de Sékou Touré qui lui était dans l'armée, etc. Venu d'un peu partout. Moussa Kemoko Diakité, qui a fait le théâtre d'art dramatique en Allemagne fédérale et qui aussi a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs allemands. Donc vraiment, on avait vraiment une équipe et moi j'étais là, j'étais un peu le scénariste. J'étais le scénariste et j'assistais et je me passionnais aussi pour le cinéma. J'apprenais beaucoup avec eux puisque moi, je n'ai pas fait des études de cinéma, mais ça m'intéressait. De plus en plus, je me passionnais pour le cinéma, pour le 7e art. Donc Costa, il est venu comme nous tous, il a contribué, il a fait des films, puisqu'il fallait faire les films sur la Révolution, 8 et 20. Ça, c'est le 8e congrès, le 20e anniversaire du PDG. Il a fait hier, aujourd'hui et demain. Il a fait d'autres films. Il a fait un film sur Myriam Makeba qu'il a appelé 7 et demi. Intéressant, Costa. 7, ça, c'est Myriam Makeba. Demi, c'est sa fille, parce qu'elle a joué avec sa fille. Donc, il a appelé le documentaire 7 et demi. Alors, effectivement, donc, il revient au pays en 1966 Ouais. et il fut affecté au service du Silly Cinéma. Ouais. Mais Monsieur Barry, ces œuvres dont vous nous parlez, où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut se les procurer aujourd'hui? Ah, c'est difficile. Normalement, elle devrait être dans les archives de Silly Cinéma, mais les archives en Guinée, c'est pas facile. Et on peut les trouver parce que la plupart de ces films ont été développés à l'extérieur. En Pologne, en Allemagne fédérale, en République démocratique allemande et aussi en Chine. Donc normalement, à travers les laboratoires de ces pays, on a la liste de ces laboratoires, on peut retrouver peut-être les œuvres originales. Mais le gouvernement jusqu'à présent n'a pas fait d'efforts, ça ne l'a pas intéressé de récupérer ces œuvres et de les garder, de les conserver. Alors, je rappelle que vous avez été arrêté au même moment, après l'attaque portugaise du 22 novembre 1970. Dites-nous un peu, M. Barry, quel prisonnier était Costades? Costades a beaucoup été les détenus en prison à supporter l'enfermement. Parce que tous les soirs, on allait au cinéma avec Costa. Il racontait des films. Soit des films réels, où il inventait des scénarios, et il racontait des films. Alors, je reviens sur Costades. Il fut libéré en 1978 de la prison, mais totalement cassé, vous écrivez. Parlez-nous un petit peu de son état physique et mental à sa sortie. De quoi souffrait-il? Et il souffrait, il avait presque perdu la vue. Et puis, ses mains souffraient aussi d'une maladie des mains, des pieds. Il est parti à Dakar, il a un de ses frères à Dakar. Et puis après, il m'a trouvé à Vienne quand j'ai trouvé du travail aux Nations Unies. Il est resté près de 9 mois avec moi à Vienne, chez moi. Et là, nous avons produit plusieurs scénarios. On a travaillé ensemble.
Il y a un qui s'appelait Les chorilles ne parlent qu'aux initiés. C'était un long métrage qu'on voulait faire sur la prison, sur la détention, sur le régime de Sékou Touré. J'ai encore le scénario qu'on n'a pas pu réaliser. Et puis Stèle pour l'avenir. Stèle pour l'avenir, ça aussi, c'est pour réhabiliter nos compagnons qui ont disparu en prison. J'ai aussi les textes, dont certains sont de mes poèmes, mais que nous n'avons pas réalisés. Il est sorti de prison, diminué. À Vienne, on a pu le soigner un peu, mais c'était des soins qui devaient être continus. Un jour, à Conakry, en rentrant chez lui, il avait faim. Il rentre dans un magasin, il achète une boîte de sardines. Il l'ouvre, il mange. C'était une sardine avariée. Il va à l'hôpital après. Mais les gens ont traîné à identifier le mal. Costa, qui a survécu à la prison du camp Boiro et de Kindia, il vient mourir à Conakry, dans un hôpital de Conakry. On n'a pas pu le soigner pour un empoisonnement. Il est mort ainsi à Conakry. Il est enterré à Camayen. Il n'a pu rien faire depuis sa sortie de prison. Il avait plein de projets. Parce que même en prison, il a écrit des scénarios qu'il comptait réaliser, mais il n'a pas pu, parce qu'il faut les moyens. Il faut avoir le minimum de moyens pour réaliser. Et ce qu'il n'a pas pu avoir. Sembène Ousmane est venu le voir à Conakry. Il voulait l'associer à son grand projet sur Samori, le grand projet qu'il voulait faire sur Samori Touré. Mais lui aussi, il est décédé avant de réaliser ce projet qui nécessitait un budget énorme parce que c'était un long métrage qui devait être tourné non seulement en Guinée, mais au Mali, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Gabon, partout où Samori a vécu. Alors jusqu'à présent, aucun réalisateur africain n'a pu réaliser un film sur ce grand héros qui est aussi plein de contradictions. Sur ce projet-là, il voulait aussi associer le cinéaste Souleymane Cissé. Souleymane Cissé aussi, oui. Lui aussi, il est venu à Conakry pour voir Costa. Tous se sont intéressés à lui. Ils savaient que Costa était le meilleur d'entre eux parce qu'il a fréquenté l'institut le plus célèbre à Moscou. Sembène Ousmane est venu à Moscou, mais il n'est pas entré dans cette école. Il a fait un stage. Et puis il est reparti. Mais c'était différent. Le génie de Costa, c'était vraiment extraordinaire. C'était un homme vraiment extraordinaire. Donc il est décédé en mars 1994. 14 mars 1994, oui. D'accord. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'empoisonnement, mais c'est plutôt une intoxication alimentaire. Une intoxication. Je m'excuse au lieu de dire empoisonnement. C'est une intoxication alimentaire. Oui, oui. Vous écrivez, Monsieur Barry, il faut à chaque moment trouver en soi-même les moyens de lutter contre le pouvoir de la mort. Et la première tome de cette mort est le découragement. C'est aussi la lassitude, l'ennui, le dégoût de soi et de la vie. Il faut donc trouver les moyens de tuer le temps, dont la pesante lenteur est difficile à supporter, car aucun événement marquant ne rythme l'existence des prisonniers. Mais vous, Monsieur Marie, vous aviez le rêve dans ce livre. La plupart de vos rêves sont comme des prémonitions. Est-ce qu'on peut parler de dons naturels? Vous avez fait quand même énormément de rêves qui ont fini par se réaliser en quelque sorte. Est-ce que c'est un don naturel que vous avez? Je ne sais pas réellement. Quelqu'un dont je tairai le nom me disait que j'ai un don naturel. Moi-même, je ne me rends pas compte. Mais il paraît que dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, de pureté, disons, nous n'étions pas exposés à la vie extérieure. Nous étions comme des moines un peu. Nous étions enfermés dans cette grotte où on voyait la lumière qui pénétrait de temps en temps à l'intérieur de la prison. Il paraît que c'est un environnement spécial qui permet aussi de s'évader et de communiquer avec le monde invisible. Je crois que c'est ce qui est arrivé parce que je ne suis pas le seul à avoir fait des rêves
prémonitoire. Mais ce qui était important, c'était la lutte contre le temps, contre la solitude, c'est ça. Être enfermé, on a compris qu'il ne fallait pas s'asseoir et attendre que le temps passe. Il ne fallait pas s'asseoir et dire « j'attends le repas de midi, j'attends le plat, ou j'attends la prière de telle heure pour prier, et puis je m'assieds encore ». Il fallait s'occuper, il fallait se fixer des objectifs à atteindre. C'est ainsi qu'on s'est organisé dans la prison pour créer une vie. C'était devenu un centre de rééducation de nous-mêmes. Et on devait échanger, on devait discuter de tout, et on devait aussi avoir une vie spirituelle. C'est ce qu'on a essayé, c'est ce qui nous a sauvés à l'intérieur de cette prison. On recevait des livres des membres de nos familles, dont mon épouse elle-même, se sont débrouillés avec des gardes compatissants, naturellement, qu'ils payaient pour nous faire pénétrer des livres, des journaux, ce qui était interdit. Parce que le détenu guinéen, il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à la visite de sa famille. Il n'a pas droit à lire des journaux. Il ne peut pas lire des journaux. Il ne peut pas écouter la radio. Il ne peut pas recevoir des livres. Sinon, même dans certaines prisons de droit commun, il y a des cours qu'on donne aux détenus pour leur permettre, à la sortie de la prison, de commencer une vie nouvelle. Mais le détenu guinéen, on l'enferme. Surtout si c'est un cadre, on trouve qu'il en sait déjà trop. Il est déjà renseigné sur beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est ça le drame des prisons guinéennes. C'est pour cela que la prison guinéenne était dure au temps de Sékou Touré. Vous écrivez. Alors, la solitude et la lassitude vous obligent à écrire des poèmes vous concernant, M. Barré. Et voici un extrait, page 244. Je lis. Je suis là, inutilement assis, meurent les années de douleur et de deuil. Ô nuit chargée de haine, tout fuit, furtif, tout se perd et s'égare dans les dédales dédaigneux du temps. Tout disparaît, nous sommes là, inutilement couchés, certains à l'aube de leur vie, d'autres au soir de leur existence. Tous s'interrogent, ignorant tout, ignorant la raison de leur présence là. Inutilement couchés, nous sommes là, nous, les hommes, inutilement enfermés. C'est à ce moment que vous tournez vers le spirituel, M. Barré. Je lis cette phrase sublime du théologien et grand poète au nom de Thierno Samba Mombéa. Je cite. Assis sur mon monticule de connaissances, je contemple l'étendue de mon ignorance. Cette phrase va dans le même sens que la célèbre citation de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parlez-nous un peu de cette citation et surtout de ce théologien du 18e et 19e siècle, je crois. Thierno Samba Mombéa, c'est un peu... Il est à la langue pulaar ce que Shakespeare est à la langue anglaise, ce que Victor Hugo est à la langue française, ce que Goethe est à la langue allemande. Le pulaar de Thierno Samba Mombéa, c'est un pulaar savant. Et un des sages de notre salle TF, qui un jour m'a interpellé, il m'a dit, tu as appris beaucoup de choses, tu parles souvent de Victor Hugo, tu parles de Lamartine, tu parles de Goethe, tu parles de Shakespeare, des grands poètes, philosophes européens. Mais est-ce que tu connais Thierno Samba Mombéa? Je dis non, je ne connais pas bien. J'ai entendu parler de lui, mon père m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais étudié à l'école, c'est ça. Ce n'était pas à notre programme. Et il me dit, Thierno Samba Mombéa est contemporain de Victor Hugo. Et il a écrit des œuvres remarquables, Ougir de Malal, le filon du bonheur éternel, qui a été traduit par le grand linguiste guinéen Alpha Ibrahima Sow, qui a fait l'Institut des langues orientales de Paris et qui a traduit d'abord beaucoup d'œuvres des écrivains traditionnels Peul du Fouta Djallon, mais qui a écrit un livre, La vache, la femme et la foi. La vache,
c'est sur les problèmes matériels, la femme, les poèmes d'amour, la foi, les poèmes religieux, spirituels. Donc, Thierno Samba Mumbeya avait remarqué que l'arabe prenait beaucoup d'importance au Fouta Djallon. Tout le monde voulait apprendre l'arabe, mais à cause du Coran, on récitait des choses qu'on ne comprenait pas. Et il a décidé de traduire en pulaar non seulement le Coran, mais les livres de droit de l'islam. Il a traduit dans le Coran et c'est ça une grande partie de son œuvre, parce qu'il a dit, pour comprendre, surtout dans le domaine de la foi, il faut utiliser sa propre langue. Parce que si tu utilises une langue que tu ne maîtrises pas, tu restes dans l'incertain. Tu es toujours, c'est approximatif ce que tu sais. Donc il est le promoteur de la réhabilitation de la langue pulaar. La langue pulaar avant, la langue arabe avant dominait. Elle était la langue des lettrés. Les gens utilisaient l'arabe un peu comme une forme de mystification. Et c'est lui qui a dit, mais non, le contenu du Coran peut être mis à la portée du citoyen moyen dans sa propre langue. Donc c'est un révolutionnaire, Thierno Samba Mumbeya. Et il y a une discussion fameuse entre Thierno Samba Mumbeya et le grand El Hadj Omar Tall. El Hadj Omar Tall, qui vient du Fouta Toro, qui a fait une vingtaine d'années en Orient, la Mecque, Médine, le Caire, Jérusalem. Il a visité la Syrie, beaucoup de pays arabes. Il a fait une vingtaine d'années, il maîtrisait parfaitement l'arabe, mieux peut-être que certains arabes. Et il a été initié par des grands maîtres arabes. Et il se considérait un peu comme le missionnaire de la foi, de la Oumma, de la communauté musulmane. Et El Hadj Omar était favorable à la propagation de la langue arabe. Quand il est venu rendre visite, il est venu au Fouta, il a fait plusieurs années, au Fouta Djallon. Il a rendu visite à Thierno Samba Mumbeya, qui lui a montré sa grande œuvre, Ougir des Malal, c'est-à-dire le filon du bonheur éternel. C'est plus de 500 vers. Il a consulté et puis il a dit, tu es un grand savant, tu fais de belles choses, mais il faut cesser de traduire les textes arabes en pulaar, sinon l'arabe va disparaître. Alors, Thierno Samba Mumbeya lui a dit, ici, nous connaissons trois choses. Dieu a dit, le prophète a dit, et le docte a dit. Le docteur en philosophie, en théologie, a dit. Dieu a dit, c'est ce qui est dans le Coran. Le prophète a dit, c'est ce qui est dans les hadiths, c'est-à-dire les livres qui répertorient les faits et gestes du prophète. Et le docte, c'est celui qui interprète et le Coran et les hadiths du prophète. Lui, il se considère comme un docte, comme un docteur en théologie, il a dit. C'était sa réponse. Donc, pour dire à El Hadj Omar, nous n'avons rien à apprendre. Parce que El Hadj Omar, quand il est venu, il avait certaines visées sur le Fouta Djallon. Mais quand il a visité plusieurs centres, il a vu des hommes, des savants. À Dalin, il y avait Thierno Sadou Dalin, qui était un savant dans tous les domaines. Et puis il y avait Thierno Samba Mumbeya, à qui il a rendu visite avant de se rendre à Timbo, la capitale théocratique. Et Thierno Samba Mumbeya a informé l'Almami du Fouta. C'était à l'époque l'Almami Oumar. Tu vas recevoir un étranger, il s'appelle Oumar, il va te saluer, il va te dire mon homonyme, Tokora, en pulaar. Bonjour mon homonyme, ne lui réponds pas. Et effectivement, El Hadj Omar Tall est parti à Timbo. Il s'est mis à la porte, il a salué Misalmini Tokora. Ça veut dire je salue mon homonyme. Il s'appelle Oumar. L'Almami du Fouta à l'époque s'appelait Almami Oumar Baye. Il a répété 3 fois. Je salue mon homonyme, Misalmini Tokora. Et l'Almami répond, Almami Mara Tokora.
L'Almami n'a pas d'homonyme. L'Almami n'a pas d'homonyme. Donc, mais il l'a reçu quand même. Et celui-ci cherchait un endroit où s'installer. Et l'Almami l'a aidé à s'installer à la lisière entre la Haute-Guinée et le Fouta. C'est Dinguiraye. C'est ça la région de Dinguiraye. Mais c'était un calcul intéressant parce que El Hadj Omar était un guerrier. Et le Fouta était souvent l'objet d'attaques de la part des païens, des gens qui s'opposaient à la propagation de l'islam qui venait de la Haute-Guinée. Donc il servait de barrage contre ces hommes. Et ça a beaucoup aidé le Fouta. Parce qu'il fallait s'attaquer à El Hadj Omar avant de venir au Fouta. C'est ainsi que El Hadj Omar s'est installé à Dinguiraye, qui est devenue sa capitale religieuse et politique. Et à partir de là, il allait partir vers ce qui a aujourd'hui le Mali. Il allait attaquer Ségou, occuper Ségou, et plus tard, aller s'attaquer à l'Empire Peul du Massina, malheureusement pour lui, où il allait mourir en 1864. Donc l'histoire du Fouta tourne autour de certains grands hommes qu'il faut connaître. Et les nouvelles générations devraient connaître ces hommes-là et étudier leurs œuvres. Tout à fait. À la page 248 de votre ouvrage, vous trouvez enfin une explication à votre arrestation par un certain El Hadj Omar. Il parle en ces termes. Mon fils, tu sortiras d'ici avec des connaissances plus précieuses qui vont contribuer à façonner ton moi profond. Quand tu sortiras d'ici, tu seras maître de toi-même, porteur d'une dimension spirituelle nouvelle. Au bout de la longue nuit que tu vas traverser, au bout de ce long voyage, tu découvriras les faces cachées des choses, les mystères de la vie, la complexité de la nature humaine qui est insaisissable. L'importance de la liberté est la relativité des choses. Je continue la lecture. Considère, mon fils, que cette prison est un espace de retraite spirituelle. Ce n'est pas Sékou Touré qui t'a arrêté, c'est plutôt Dieu qui t'a séparé de Sékou Touré. Monsieur Barry, vous avez de suite été réceptif à ces mots ou pas? Oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait réfléchir. C'est El Hadj Omar, il est de Dalaba. Il est devenu mon ami, un peu comme un second papa en prison. Son fils, qu'on surnommait Prosper, quand son père a été arrêté, il s'est installé à Kindia. Il a loué une maison près de la prison pour essayer de soutenir son papa. Il a identifié un garde qui s'appelait El Hadj Ba et il s'est arrangé avec lui pour communiquer avec son père. Et un jour, son père m'a expliqué, puisqu'on était devenus très liés, qu'il était en communication avec son fils. Et il m'a demandé si je connaissais une personne de confiance. Son fils allait m'aider à entrer en contact avec elle. Alors j'ai donné le nom de Adama Doucouré. Il m'a demandé quel âge elle a. J'ai dit, elle a 21 ans, mais je lui fais confiance. Je dis, elle ne me trahira pas. Elle est très discrète. El Hadj Omar a un peu hésité parce qu'il trouvait qu'elle était jeune. Il m'a demandé si je n'ai pas d'autres frères. Je dis non. Mes sœurs, si elles sont en contact avec moi, elles vont parler. Elles vont raconter à tout le monde. Elles seront tellement contentes, elles vont parler. Adama est discrète. Elle peut garder le secret. Et il m'a fait confiance. C'est moi-même qui ai écrit la note. C'est moi finalement qui servais de secrétaire. J'écrivais à Prosper. Et Prosper répondait. Je transmettais les messages à son père. Donc c'est lui qui a pris contact avec Adama, qui avait eu des ennuis parce qu'elle venait souvent à Kindia. Et la police avait commencé à la suivre pour dire pourquoi elle va si souvent à Kindia. Mais une fois, elle a été convoquée à la police, mais elle a pu trouver
la Libye. Elle a dit, mais j'ai une sœur à Kindia. Elle a indiqué l'endroit et les policiers ont dit, ah oui, on vous a suivi jusque là-bas. Elle dit oui, ma sœur habite justement dans cet endroit-là. Mais elle a failli avoir des ennuis à cause. Et donc, Prosper lui a dit, ne viens plus à Kindia. Je vais t'indiquer un endroit à Conakry où tu peux déposer toutes les choses que tu peux envoyer à ton mari, à ton fiancé. Et c'est ainsi que ça nous a beaucoup aidé à reprendre contact. Ça nous a aidé aussi à supporter la prison. Parce que quand vous avez des nouvelles de vos familles, ça vous réconforte. Donc, El Hadj Omar, je me souviendrai, et quand il a été libéré avant moi, il est parti à Mamou, il a vu ma mère. Il a dit à ma mère, j'étais avec ton fils. Il est vivant, ne crains rien. Voici la cuillère avec laquelle il mange. Je mangeais avec lui tous les jours. Donc c'est la première fois que ma mère avait une preuve de vie, une preuve que son fils vivait. Il a dit à ma mère, ne cherche pas à entrer en contact avec lui, sinon c'est dangereux, mais il vit, il se porte bien. Et je l'ai revu à ma sortie de prison, en 1978. J'ai été jusqu'à Dalaba. On a passé tout un week-end ensemble. Je logeais chez lui et c'était très émouvant. Il est mort malheureusement en 1995, mais il a vécu longtemps après sa sortie de prison. Et en 1995, moi j'étais à New York déjà. Monsieur Barry, je me permets une petite parenthèse. Quel était le rôle de la première dame, André Touré, dans le régime de son époux? Elle était assez discrète. Elle était assez effacée. Parce que Sékou Touré ne voulait pas trop mettre en avant son épouse. Parce que pour lui, homme politique, partisan du parti État, la première dame, c'est Mafori Bangoura. C'est elle qui a mobilisé les femmes de Conakry et de la Guinée pour le soutenir dans les périodes les plus difficiles. Au moment, par exemple, où elles ont lancé la grève des maris, quand il y a eu la fameuse grève de 72 jours, tout le monde était fatigué de la grève, certains voulaient abandonner. Et c'est les femmes qui ont dit, les hommes lâchent, les poltrons, on demande aux femmes de ne plus les considérer comme leurs époux. On continue, la lutte continue jusqu'à la victoire. Donc, pour lui, c'est cette personne qui est la première dame de Guinée, officiellement. Mais il ne peut pas l'imposer, mais dans son intérieur, je sais très bien que c'est ce qu'il pensait. Donc, il ne mettait pas beaucoup en avant son épouse. Et j'ai remarqué que sur beaucoup de choses, il ne communiquait pas beaucoup. Parce qu'une fois, je l'ai entendu dire, je crois que je vous l'ai raconté, elle écrivait des notes qu'elle mettait sur son oreiller, parce qu'ils n'ont pas pu parler. Donc, elle sait qu'avant de se coucher, il verra la note, donc il va prendre connaissance. Elle intervenait parfois pour des gens, et elle jouait un certain rôle, elle n'était pas méchante. Et quand j'ai cessé de venir à la présidence, c'est elle qui m'a téléphoné pour me dire de venir déjeuner. Donc, Sékou Touré l'utilise parfois pour renouer le contact avec certaines personnes, ou il l'envoie dans certaines familles où il ne peut pas aller, pour montrer qu'il a des relations spéciales avec cette famille. Il envoie son épouse. Si quelqu'un, par exemple, décède, il peut envoyer son épouse s'il ne peut pas aller, pour dire que c'est sa famille qui le représente. Alors maintenant, je vais vous poser une question assez insidieuse. Est-ce que vous considérez comme étant une victime collatérale de l'attaque du 22 novembre 1970? Ou bien, comme disait Bill Guissa dans son témoignage, dans tous les cas, vous alliez tôt ou tard vous retrouver sous la sellette. Oui, la plupart des intellectuels, des cadres, étaient arrêtés. Donc, pour nous, ce n'est pas étonnant que nous le soyons aussi. Même si, à tout moment, tu te dis, je n'ai rien fait, donc je ne risque rien.
Mais tu oublies simplement que les autres aussi n'ont rien fait. Mais c'est quand on t'a arrêté réellement que tu comprends que les autres aussi étaient innocents, ils n'étaient pas coupables. Donc, nous sommes les victimes, je veux dire, d'accord, du régime de Sékou Touré, mais nous sommes les victimes aussi de ceux qui ont organisé cette attaque qui a été mal préparée. Et c'est comme si tu vas à la chasse, tu blesses la panthère ou le lion, tu n'arrives pas à les tuer. Ils vont se retourner contre toi. Ceux qui ont organisé cette agression, cette attaque, l'ont mal préparée. Elle était noyautée entièrement par les services secrets guinéens. Sékou Touré était au courant de beaucoup de choses. Donc, je peux le prouver. D'ailleurs, j'ai un livre qui va paraître sur le 22 novembre. Je suis témoin de beaucoup de choses. Et j'ai su aussi beaucoup de choses par la suite que je vais révéler. Donc, ceux qui ont organisé cette attaque n'ont jamais voulu dire qu'ils n'avaient pas de complices intérieurs. Ils n'ont jamais affirmé. En fait, ils n'en avaient pas. Parce que s'ils avaient des complices intérieurs, ils auraient réussi leur attaque. Ils n'ont même pas pu prendre la radio. Et nous, on nous accuse d'avoir été leurs complices. Vous imaginez? La radio, diriger les gens vers la radio, mais ils ne sont même pas descendus du bateau. La plupart des chefs. Le père de Billy Gousso, lui, il est descendu. C'est un chef militaire, brillant. Et si les Portugais l'avaient écouté d'ailleurs, les choses se seraient passées autrement parce qu'il a voulu modifier le plan portugais. Mais les Portugais ont refusé en disant que le plan a déjà été approuvé par Lisbonne. Ils ne peuvent pas le changer. Donc ça veut dire que c'est le plan portugais, mais qui n'a pas tenu compte des besoins du Front de libération nationale de Guinée. Ils avaient des objectifs différents. Le Front voulait renverser Sékou Touré, prendre le pouvoir. Les autres sont venus pour libérer leurs prisonniers, détruire les infrastructures du PAIGC, éliminer Amilcar Cabral ou le faire arrêter. Donc leurs objectifs étaient différents. Et les Portugais ont réalisé la totalité de leurs objectifs. Sauf que Cabral n'était pas sur place, ils n'ont pas pu le prendre. Mais tous les autres objectifs qui se sont fixés, ils les ont réalisés. Ils ont perdu un seul homme dans l'attaque de Walo-Kambaro. Ils ont amené tous leurs prisonniers, 26, ils les ont libérés. Les 26 prisonniers, ils les ont mis dans les bateaux, ils les ont ramenés. Tandis que le FLNG n'a réussi aucun de ses objectifs, sauf ceux qui étaient chargés d'attaquer la centrale électrique avec Diab, qui se fera prendre par la suite, qui se fera pendre. Voilà la situation. Nous considérons que nous sommes victimes de ceux qui ont mal organisé cette attaque. C'était, comme le dit Sako Kondé, une lamentable aventure qui a mal tourné. Mais ceux qui ont débarqué, ils étaient braves. Les jeunes qui ont débarqué, ils étaient braves. Mais leur chef, je n'ai aucune estime, aucune considération pour eux. D'abord, ils ne sont pas descendus sur le terrain. Ils n'étaient pas avec leurs troupes. Ils sont restés dans les bateaux des Portugais, la plupart d'entre eux. Ils ne sont pas descendus. Et certains ont trahi, ont livré les secrets de l'opération à Sékou Touré. Certains, comme Jean-Marie Doré, ont trahi leurs camarades. On le sait maintenant. Monsieur Barry, le mois de mai 1978 s'annonce bien. Après 7 années passées derrière les barreaux, vous allez enfin être libre. Mais avant, vous avez vécu et reçu des signes. La chute du fromager, par exemple, et les charognards sur le toit de la prison. Ah, effectivement, quelques semaines avant le mois de mai 1978, on sent que quelque chose va se passer. Les détenus sont très superstitieux. Ils interprètent tout ce qui arrive, le moindre signe. Un charognard se pose sur le toit de la prison. On n'a pas l'habitude de le voir. Ils disent, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un grand fromager, grand baobab, près de la prison, qui tombe. C'est des arbres centenaires. C'est pour cela que les abeilles, les
mettent leurs ruches sur ces arbres. Il y a toutes sortes d'animaux qui les utilisent pour vivre. Quand le fromager est tombé, les abeilles ont fui, se sont dispersées dans la nature. Certaines sont venues au niveau de la prison. Et ce jour-là, je venais juste de me raser la tête. Et j'ai été victime d'une agression des abeilles. Elles se sont ruées sur ma tête. Et il a fallu le concours de l'infirmier qui est venu enlever les morsures de ma tête et traiter les plaies. Alors les détenus interprétaient tout ça comme des présages. Mais on n'était pas au bout de nos surprises parce que après on a vu des fourmis maniants qui ont pénétré à l'intérieur de la maison, de la prison. Des fourmis maniants qui ont envahi entièrement la prison. C'est comme si elles voulaient s'installer. Alors les détenus ont dit, elles viennent prendre notre place. La prison va être fermée. C'est bien cela. Elles vont occuper la place. Et le 25 mai, on vient nous dire qu'on nous transfère à Conakry. Nous pensions qu'on allait nous libérer, mais on nous dit, on vous amène au Kambourou. Je vois encore Costa, ses larmes coulent. Costa dit, Barry, tu vois, on va continuer encore, il faut nous amener au Kambourou au lieu de nous libérer. Je dis non, après ça, on sera libre, Costa, il ne faut pas pleurer. Et en fin de journée, parce que pour transporter les détenus, c'est toujours la nuit, il faut attendre la nuit, personne ne doit les voir. Donc, fin de la journée, vers 18h, 19h, on nous embarque dans un camion recouvert d'une bâche et on nous amène au Kambourou. C'est là on nous loge dans des cellules qui étaient déjà préparées. Et c'est là que nous allons découvrir les rescapés du Kambourou. Nous allons passer, pour moi, on fera 6 mois. Et je raconte ça dans le livre 2, Retour au Kambourou, du mont Gangan au mont Kakulima. Ça, ce sera le livre 2, où je parlerai des 6 mois que nous avons passés en prison, des détenus que nous avons trouvés là-bas, comme l'archevêque Raymond Marie Chidimbo, comme Alassane Diop, comme El Hadj Fofana, comme Alpha Abdoulaye Portos, beaucoup d'autres détenus, Alseni René Gomez, etc. Je vais parler de tout ceci. Dr Baba Kourouma, grand médecin, Dr Keita Ousmane, un autre médecin qui s'occupait des détenus au Kambourou, des ingénieurs, des médecins, des vétérinaires, des magistrats, toute une foultitude de personnes trouvées au Kambourou. Je parlerai d'eux jusqu'au 22 novembre 1978, date de notre libération. Je parle de cela, ce qui s'est passé et comment j'ai retrouvé ma famille et après rendre visite à Sékou Touré, essayer de sortir de la Guinée. Je raconte ça dans le livre 2. D'autres allaient écouter des contes et légendes. Je reproduis dans un de mes livres, Veillez sur le mont Ganga, qui va apparaître, certains contes et certaines légendes que nous racontait Samba Diallo, par exemple. Et dans la journée, nous organisions des conférences, des exposés, chacun dans son domaine de référence, devait faire un exposé. Et Costa donnait des cours de russe. Moi, j'ai suivi des cours de russe avec Costa pendant plusieurs années. Et nous commencions même, parce qu'il avait une mémoire prodigieuse, il connaissait par cœur des textes, des poèmes de Pouchkine. Yavas, Doubil, je vous aimais. Donc on a appris, on a commencé par l'alphabet, la lecture, et puis progressivement, mais ça nous occupait, parce que chaque jour, il y avait au moins 2 heures ou 3 heures de cours, et puis on passait des petits examens, on s'arrangeait. Et on a développé aussi l'alphabétisation. On a identifié tous ceux qui étaient analphabètes dans notre salle
pour leur apprendre à lire et à écrire. Il y avait des instituteurs dans la salle, comme Mustapha, le beau-frère de Abou Souma, qui a été arrêté parce que son beau-père est sorti du Camboiro et est sorti de la Guinée. Il était un des instituteurs, ou Diawara Fodé, qui venait de Kankan, qui appartenait au comité régional des jeunes de Kankan. Parce qu'à Kankan, ils ont arrêté tout le monde. Ils ont arrêté les membres du bureau fédéral. Ils ont arrêté les membres du comité régional des femmes, du comité régional des jeunes. Ils ont arrêté le ministre délégué, Bari Sori. Ils ont arrêté le gouverneur de Kankan, Bari Samba Safé. Ils ont arrêté les hauts cadres de l'État. En tout, Lamine Camara, un de nos camarades qui a travaillé sur la question, a identifié 452 personnes arrêtées rien qu'à Kankan. Rien que des cadres. Et beaucoup ont été tués. Le ministre délégué a été exécuté, Bari Moudsori. Le gouverneur de Kankan a été exécuté, Bari Samba Safé, membre fondateur du PDG, Alabé. Le secrétaire fédéral de Kankan, du bureau fédéral, a été exécuté, Sidimé, etc. Beaucoup d'autres, je ne cite pas, beaucoup d'autres ont été exécutés et certains sont morts quand il y a eu l'épidémie de choléra et qu'on a fermé la prison politique de Kankan, ce qui a permis de transférer certains des détenus à Kindia et à Conakry. On essayait de créer une vie un peu normale dans cet espace où nous vivions. Donc toute la journée, on se fixait un programme parce qu'il fallait lutter contre la lassitude, contre l'ennui, contre le découragement. Parce que c'est ce qui amène le désespoir et parfois l'envie d'en finir. Donc chaque jour, on se fixait des objectifs. On se lève le matin, combiné avec les prières, et les jeux. On fabriquait aussi des jeux, de loto, des échecs, et les jeux de cartes, de damier. On a fabriqué tout ça. Il suffit d'avoir quelques objets. Tu voyais des détenus qui fabriquaient des damiers, qui fabriquaient des échecs, toutes sortes de choses. Et donc, on s'occupait, et puis, avec les conférences qu'on faisait, on essayait de faire des échanges. Nous donnions des cours aux jeunes filles qui étaient à la cellule 5 pour essayer de maintenir un certain niveau. Et elles étaient très contentes. Il paraît que lorsqu'elles sont sorties, leur niveau était parfois supérieur à celui de leurs camarades restés dehors parce qu'elles recevaient des cours de hauts cadres de l'État qui étaient enfermés à côté. Et l'infirmier, il y avait un infirmier qui s'appelait Kaba de Kankan. C'est lui qui faisait le tour des cellules et c'est lui qui amenait les cours. On donnait des choses, on corrigeait leurs devoirs et passait de cellule en cellule. Et certains gardes compatissants aussi, à la fin, acceptaient les messages que nous transmettions. C'est le premier film vraiment auquel j'ai participé en tant que scénariste. Je n'avais pas réellement eu une formation dans ce domaine. On improvisait plus ou moins. Mais quand Sekoumar m'a expliqué l'idée de son film, parce que l'idée vient de lui, il m'a demandé ma collaboration en tant que de l'aider à écrire le scénario. C'est presque un livre que j'ai écrit d'abord. Et on a extrait de ce livre maintenant les passages sous forme de scénario. Oui. Et il faut rappeler que vous êtes la voix off de ce film, oui, de ce film, et qui a eu beaucoup de succès. Sékou Touré aimait beaucoup parce que on le montre triomphant partout. C'est un film de propagande. De propagande, oui. C'est lui qui impulse tout, qui initie tout. On montre l'indépendance, c'est la porte ouverte sur le monde, par exemple. Et puis on montre tous les voyages qu'il fait, les visites qu'on reçoit des hommes célèbres, Nkrumah, Lumumba,
etc. Les grands chefs d'État du monde, Tito, tout ceci visite la Guinée. La Guinée n'est pas isolée. On a des rapports avec tous les pays du monde. On le montre aux Nations Unies en train de faire un très beau discours sur la fin de la colonisation, etc. etc. Donc, c'est un film de propagande. C'est un film qui a été fait en 1968, donc à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'est pour cela qu'il y a des chants là-dedans qui disent que la Guinée est toujours belle, notre Guinée est belle, elle est rayonnante. Et on montre les retours des restes mortels de Samori Touré du Gabon et les restes mortels de Alpha Yaya Diallo de la Mauritanie. C'est une période aussi émouvante. On montre en fond sonore, on passe aussi un discours de Sékou Touré à l'occasion du retour de ces restes mortels. Je trouve quand même que c'est un film qui cultive aussi en quelque sorte la fierté nationale. Voici un extrait. Quand le Guinéen se réveille, il renaît à la dignité et à la liberté. Mais Sékou Touré, alors, il a fait quoi exactement? Il a juste mis les moyens? Oui, il est quand même intervenu sur l'écriture, non, il a ouais. supervisé? Non, il n'a pas participé à l'écriture, c'est nous, les moyens de Silly Cinéma. Et donc, toute la conception, parce que là, on montre par exemple ce que vous citez, c'est le 28 septembre. On vote, et puis le lendemain, on a dit non à la domination. Et puis on montre les Guinéens en train de danser et de chanter. Donc, quand la Guinée se réveille, elle renaît à la liberté. Et on dit, c'est le 28 septembre 1998 qui est venu venger le 29 septembre 1898, la date de l'arrestation de l'Allemand Samori Touré. 60 ans, jour pour jour. Allah Sékou Touré est heureux parce qu'il revendique Samori Touré comme son grand-père. Il est le petit-fils biologique, dit-il, je dirais plutôt spirituel, de l'Almami Samori Touré. Voilà. Donc, comme vous le dites, c'est aussi la fierté d'être redevenu ce que nous sommes. D'accord. Je suis étonnée quand même qu'il ne soit pas intervenu pour vous dire ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire. Donc, ça veut dire que vous étiez vraiment dans cet élan-là. Nous savons disons, la ligne générale du parti, et puis nous-mêmes, on y croyait. Il faut réhabiliter le marché, il faut affirmer la dignité du Guinéen. Nous sommes fiers d'avoir retrouvé notre liberté, nous n'en avons pas honte, et nous allons ouvrir un avenir radieux pour les générations qui viennent. C'était ça l'idée. J'ai envie de terminer par les mots de Boubacar Haribo. Seule l'histoire écrite, racontée, peut offrir à ces milliers de morts dans les camps de concentration de Guinée la sépulture qu'ils méritent. Pour moi, c'est la famille. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est la famille, c'est à l'intérieur de la famille qu'on vous inculque les valeurs premières. C'est elle qui vous entoure d'affection, qui vous encourage, qui vous montre la direction à suivre. Et vous trouvez vos premiers modèles dans la famille, la mère, le père, les frères, les sœurs. Donc c'est très important pour moi, c'est incomparable, c'est la chose la plus importante. Et quand nous sommes en difficulté, aussi c'est la famille qui nous recherche, qui nous retrouve. Il y a toujours un membre de la famille quelque part qui pense à nous. Donc c'est important. Et avant mon arrestation, pendant mon arrestation et après, c'est la famille qui a joué un grand rôle dans ma récupération. Je déteste la haine, je déteste la tyrannie, je déteste l'abaissement. Quand on veut abaisser les gens, quand on veut détruire les gens, je déteste cela. Oui, je pense qu'elle s'organise. Ce qui manque, c'est l'apport des gouvernements africains pour renforcer cette solidarité. Elle fait ce qu'elle peut.
partout, elle essaie de s'organiser. Vous avez vu, par exemple, au Sénégal, quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il s'est allié à la diaspora avec des gens comme Cheikh Tidiane Gadio, qui était aux États-Unis, et il a eu une aide précieuse, intellectuellement et politiquement et financièrement de cette diaspora, qu'il a fait participer d'ailleurs à son gouvernement à l'époque, avant de tomber dans les travers quand il a voulu imposer son fils comme pour le remplacer. Ce qui était dommage, sinon il avait bien commencé sa magistrature suprême. Donc la diaspora joue un grand rôle. Et pour les Guinéens, nous sommes 6 à 7 millions. Les gens l'oublient. C'est-à-dire que la moitié de la population guinéenne se trouve dehors. On dit qu'il y a 12 millions ou 13 millions de Guinéens, mais il y a 6 à 7 millions de Guinéens à l'extérieur. Rien qu'au Sénégal, c'est entre 3 et 4 millions. Je pourrais plutôt dire 4 millions. Maintenant, de Guinéo-Sénégalais. Chaque fois, ils essaient de rentrer en Guinée. Ils rêvent toujours de la Guinée, mais en fait, ils sont installés au Sénégal. Ils sont des binationaux. Ils sont 1,5 million en Côte d'Ivoire. Ils sont 500 000 en Gambie, sur peut-être 2 millions d'habitants. Ils sont 500 000 en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone, ils ont même la vice-présidence du pays. Le Libéria, ils sont présents, sans compter aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ils sont en Asie, partout où vous allez, vous trouvez des Guinéens. En tout, la diaspora guinéenne, si elle était organisée, elle pourrait jouer un très grand rôle. Actuellement, celle qui est en Angola, par exemple, est très, très prospère, elle se développe. Elle apporte une aide précieuse aux populations guinéennes. En période de crise, c'est la diaspora qui soutient les populations. C'est elle qui paye les études des enfants. C'est elle qui paye les services de santé. C'est elle qui paye les pèlerinages à la Mecque ou à Rome, etc. Elle apporte une aide précieuse. On peut estimer à des centaines de millions de dollars les transferts monétaires qui se font de la diaspora vers la Guinée chaque année. Les Africains sont maintenant les premiers responsables. Nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans. On ne peut pas continuer à dire que c'est les autres. Nous sommes responsables parce que rien que la corruption des élites appauvrit l'Afrique. La corruption est le facteur d'appauvrissement le plus important de l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à dire que c'est les autres, que c'est l'impérialisme, le néocolonialisme. Et je pense que c'est les Africains eux-mêmes qui doivent se prendre en main, qui doivent prendre leur destinée en main et avoir une gouvernance vertueuse qui va leur permettre de se développer. Ils ont tout ce qu'il faut pour être prospères. C'est le seul continent où on dit qu'avoir des richesses, comment ils appellent ça, une malédiction. Les Arabes ont le pétrole, ils se sont développés, vous avez vu, en 50 ans, c'était des pays arriérés dans tous les domaines. Maintenant, ils font partie des pays les plus prospères parce qu'ils utilisent bien leurs ressources naturelles. Les Asiatiques de même. Pourquoi l'Afrique n'utiliserait pas ses ressources naturelles pour sa propre prospérité? On a toutes les ressources naturelles qu'il faut. Mais on ne les utilise pas parce que c'est les autres qui en profitent. Les Africains ne contrôlent pas leurs ressources et n'utilisent pas leurs ressources humaines, ne forment pas les ressources humaines, ne développent pas les ressources humaines pour pouvoir gérer tout cela. Ce n'est pas normal que les Chinois viennent dire « Nous allons construire des ponts et des routes en échange de vos ressources naturelles. » Les Africains doivent construire eux-mêmes leurs ponts et leurs routes. S'ils ont des difficultés, ils peuvent discuter avec des sociétés qui viendraient renforcer, mais ils doivent contrôler eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'appeler les autres pour faire des barrages, faire des routes, faire des ponts, etc., en échange des ressources naturelles. Ce n'est pas normal, je trouve, 60 ans après les indépendances africaines. Je suis plutôt optimiste, sinon je ne serais pas là.
J'ai eu des moments de dépression profonde. Je ne voulais plus vivre à un certain moment donné, mais je suis naturellement optimiste et je crois à un avenir pour la Guinée et pour l'Afrique. La mort, non. Je n'ai pas peur de la mort. Je pense que, d'abord, quand la mort vient, on ne sait pas. On dit que la mort nous surprend toujours. Elle nous surprend et c'est peut-être ce qui est bien. On ne connaît pas la date de sa mort et elle fait partie de la vie parce qu'on ne peut pas rester éternellement sur terre. La vie succède à la mort, etc. Et la mort succède à la vie. C'est un cycle perpétuel. On vient sur la terre pour un temps donné, on fait ce qu'on doit faire, on joue son rôle, on essaie d'être aussi vertueux que possible, de faire du bien, et on s'en va. Et on laisse un souvenir pour un temps. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barry.